Je me suis attaché à montrer l'intérêt de cette chose-là. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt automatique ne peut pas durer plus de 2 heures consécutives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a généré un arrêt automatique, si on ne s'est pas réveillé, qu'on n'a pas débrayé le système, si la situation est toujours en hypoglycémie, ça ne réenclenche pas tout de suite. Il faut encore attendre 2 heures avant qu'il se réenclenche. J'ai des courbes qui le montrent. Et ça, je ne l'ai pas trouvé sur la documentation, ce n'était pas du tout évoqué. C'est un point important quand même à savoir. Ensuite, les alarmes, bon, on vient d'en parler, je ne vais pas trop en rajouter. Ça stimule évidemment la veille de l'entourage, mais il y a le bon compromis à faire, ça a été très bien évoqué avant. Je pourrais citer des exemples sur les sélections que j'ai faites dans toutes les alarmes, pour que ce soit le juste nécessaire et que l'alarme ne tue pas l'alarme, comme il a été dit. Les inconvénients, donc tout n'est pas rose. Sur le système Medtronic, donc, on est obligé d'avoir, sur un panneau glissant de 12 heures, sur les 12 heures précédentes en fait, on est obligé d'avoir une calibration de manière à pouvoir faire les conversions entre mesures électriques et valeurs de glycémie. Donc, ce processus de calibration qui conditionne l'étalonnage du système, donc, il nécessite au moins une calibration toutes les 12 heures. Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est des réponses qui m'ont été fournies par Medtronic quand je posais mes premières questions, c'est que le système consomme jusqu'à 4 calibrations et pas plus sur le panneau des 12 dernières heures. Voilà. C'est pas la peine d'en faire plus. Pour en faire plus, il faut vraiment forcer, pour pas grand-chose de plus d'ailleurs. Et puis ça sert à rien puisque le système n'en retient que 4. Alors après, comment il les gère, je vous en toucherai un petit mot tout à l'heure. Ensuite, l'élimination, un inconvénient que je trouve majeur aussi dans ce système, c'est que on s'aperçoit quelquefois a posteriori que ce qu'on vient de faire en termes de calibration, c'est pas judicieux. Pourquoi? Parce que pour faire une calibration, j'en reparlerai un peu plus tard, il faut des conditions optimum. Mais les conditions optimum, on se base sur quoi pour les évaluer? Sur la vidéo, bien sûr. Mais la vidéo, elle ne montre que le passé récent. Et il se trouve que juste après avoir lancé une calibration, on peut se retrouver en montée en flèche. Et comme le système attend pour l'appairage entre la donnée de glycémie sanguine et la donnée électrique, il attend le fameux delta T qui correspond nominalement dans l'ordre de 15 minutes. Voilà. Pendant ce temps, si la situation évolue, c'est mauvais. On va faire un appairage qui risque d'être accepté, mais qui ne sera pas forcément très bon. Donc ça générera un coefficient un peu pourri, quoi, qui introduira du biais dans toute la vidéo qui va suivre. Voilà. Et donc ça dénature un petit peu les valeurs de glycémie qui vont être affichées. Donc il faut être conscient de ça. Et lorsqu'on se rend compte, parce que les instants qui suivent la calibration, merde, je me suis chié, ben voilà, c'est dommage, mais je peux pas l'enlever. Voilà. Ce qui est fait est fait. Et alors la solution évidemment, c'est de refaire une calibration, d'attendre un instant meilleur pour corriger. Je vous expliquerai comment c'est géré dans la machine de manière à ce que c'est quand même intelligemment fait, bien sûr, hein. Mais bon, c'est des données qu'il vaut mieux se comprendre pour bien tirer parti du système. Alors, autre inconvénient, les valeurs de glycémie ou sur- ou sous-estimées qui résultent de ces problèmes de calibration, évidemment, génèrent du traînage, ce que j'ai appelé biais tout à l'heure, ou traînage, c'est la même chose. Et donc, quand on est en période un petit peu chahuteuse, hein, c'est-à-dire avec du clapot glycémique, si jamais les calibrations qui sont en cours ne sont pas de bonne qualité, c'est pas du clapot que nous avons, c'est carrément un tsunami, quoi, hein. Donc, je veux dire que les écarts entre la réalité et les valeurs capteurs peuvent être de l'ordre jusqu'à 4 et 5. C'est important. Donc, il faut en avoir conscience, et surtout de la raison pour laquelle on se trouve dans ces états-là, c'est-à-dire les mauvais choix de calibration. Quand on l'a compris, on l'accepte davantage et on ne met pas le système au placard, quoi. Donc c'est très important. Mais il y a quand même les flèches. Pardon ? Il y a quand même les flèches qui... Oui, mais les flèches, comme j'indiquais précédemment, on peut très bien ne pas les voir lorsqu'on enclenche une calibration, elles apparaissent tout de suite après.
Ça, c'est la faute à pas de chance, quoi. Donc, tout à l'heure, quand je passerai aux planches sur le retour d'expérience, je vous proposerai ce que moi je ressens comme nécessité en termes de comportement dans ces phases de calibration. Voilà. Je passe à la suite pour essayer d'accélérer un petit peu. Alors, le retour d'expérience, voilà. En fait, les calibrations, il faut les faire en dehors des repas pour pas que ça monte et en dehors des bolus. Oui, bien sûr. Je vais en parler juste après, hein, rassurez-vous. J'essaie de parler un petit peu de top-down, comme on dit en informatique, du général Bell en particulier. J'ai organisé un petit peu comme ça mes planches, mais je vais en parler, rassurez-vous. Hein. D'ailleurs, j'ai quand même un certain nombre de notes pour ne pas m'oublier, et je vais essayer quand même de me suivre, parce que je peux très bien avoir, je parle, mais il y a des choses qui peuvent m'échapper quand même. Alors, comme j'évoquais précédemment, 4 à 5 calibrations par jour, c'est un bon rythme, disons. Hein. Ça ne veut pas dire 4 à 5 calibrations dans les 12 dernières heures, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. La plupart du temps, moi, quand j'en ai 2, c'est déjà bien. Hein. 3, ça relève de l'exception. Et par jour, je vous dis, ça se situe autour de 4 à 5. Mais il faut qu'elles soient de bonne qualité pour avoir la confiance dans les données qui sont affichées. Il y a des jours où ça se passe très bien. On vous montrera tout à l'heure des courbes où c'est la perfection même. Hein. Il y a des jours où ça se passe moins bien. Mais il faut essayer de le comprendre pour essayer de minimiser les jours où ça se passe moins bien et maximiser les jours où ça se passe mieux. Alors la bonne qualité, c'est sous l'angle de la stabilité. Bonne qualité, c'est-à-dire des mesures de calibration. Donc, et là je vais répondre à votre question, c'est sous l'angle de la stabilité, donc il faut évidemment saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous dans la journée. Alors les opportunités, il y en a certaines qu'il faut privilégier, c'est évidemment un petit peu avant les repas, où là on a des chances d'être généralement assez stable. La stabilité c'est important, mais il faut que ce soit une stabilité assise sur grosso modo 10 minutes avant l'instant où on enclenche la calibration, c'est-à-dire qu'il faut se poser. Il faut vraiment se mettre en phase de zénitude, hein, le mot est un petit peu à la mode là, pour faire ça, quoi, hein. Se mettre bien dans un fauteuil, si on a des soucis, les mettre au tiroir, etc. etc. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, bien sûr, mais surtout se poser, quoi. Se poser et avant, d'une part, mais aussi après, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut rester calme pendant 10-15 minutes après le lancement de la calibration. Parce que l'appairage n'est pas encore fait, il ne se fait que plus tard. Et donc la qualité du coefficient qui va permettre l'étalonnage des mesures électriques, enfin qui étalonne le système, qui va permettre la transformation du signal en valeur de glycémie, elle dépend de cette qualité de calibration. Alors, sur quoi on se base? C'est ce que je disais tout à l'heure, sur la vidéo, quand elle est présente, mais elle n'est pas toujours présente, parce que si on est en début d'utilisation du capteur, qu'on fait la première calibration, il est tout aussi nécessaire que cette calibration soit de bonne qualité. Donc là, on n'a pas de vidéo. Là, il y a un autre remède, il faut regarder la valeur du signal, s'assurer qu'elle est à peu près constante, quoi. Donc, il y a un écran sur le moniteur qui donne les valeurs issues du capteur. À défaut de glycémie et de tendance, puisque la vidéo ne marche pas encore, on a toujours la valeur du signal en milliampères, mais bon, il faut se mettre dans l'ordre d'idée de la valeur normale du signal. C'est écrit sur la doc, donc grosso modo entre 20 et 30, c'est à peu près bon. Ça dépend de la glycémie dans la canosto, évidemment. Et si c'est stable, on sait qu'on peut lancer une glycémie dans des conditions à peu près correctes. Et aussi, on peut faire évidemment quelques glycémies rapprochées, si on n'a pas peur de consommer de la bandelette. Alors, le retour d'expérience, il s'appuie aussi sur le retour du logiciel Carlink, patient donc, que j'ai trouvé utile, mais bon, moi j'avais déjà un outillage avec des tableurs Excel que j'ai depuis 10 ans, alors je me suis mis sous les Excel tout simplement, dès l'instant où j'ai eu du temps de libre quand je suis rentré dans le protocole
qui était à l'époque, qui n'a pas trop changé jusqu'à présent, hein. Le passage par l'hôpital pour passer sous pompe, j'occupais mon temps libre là à me mettre tout ça en informatique de manière à avoir une base de données perso sur laquelle je puisse tout noter et puisse travailler, quoi. Donc j'ai trouvé dans Carlink le même type d'intérêt, sauf que évidemment c'est plus moderne et ça offre l'aspect tracé avec des approches qui favorisent la communication avec le diabétologue, parce que je me souviens avoir entendu de la part d'un diabétologue, le trop d'informations tue l'information. C'est comme tout à l'heure, le trop d'alarme tue l'alarme. Bon. Donc tout ça, il y a des compromis à faire, bien évidemment. Alors, ce que je trouve critiquable dans le Carlink, et ça c'est vraiment des petites améliorations de pas grand-chose, c'est que l'aspect calibration n'est pas du tout signalé. Et c'est bien dommage, parce que quand on s'attache à trouver les meilleurs moments de calibration, c'est justement avec les tracés qu'offre le logiciel Carlink qu'on les trouve, et qu'on trouve souvent l'explication au fait qu'il y ait eu une erreur de calibration par la suite. Donc quand je fais, à chaque fois que j'ai des problèmes, je fais l'analyse après avoir introduit mes données sur la base de données électronique, là, je trouve des éléments d'explication dans les tracés. Donc pour moi, le Carlink est très utile justement de ce point de vue-là. Il ne m'apporte pas grand-chose pour le reste, parce que je le monte par ailleurs. Et innocemment, je croyais abandonner ma technique Excel, et malheureusement, j'ai dû me résoudre à continuer à le faire, ce qui fait que j'utilise deux outils, hein, le Carlink bien sûr, mais je continue aussi à tout noter sur mes tableurs. Voilà. Et j'aurais bien voulu trouver, par exemple, des calibrations qui soient bien nuancées sur les courbes, avec des points ou des carrés selon qu'on travaille avec un lecteur raccordé au système par Wi-Fi, ou pas, c'est des carrés à ce moment-là. C'est des ronds quand c'est le contour link de chez Medtronic qui est commuté à la pompe. Voilà, des glycémies ordinaires en noir, des glycémies de calibration en vert quand ça a marché, ou en rouge quand ça a été rejeté. Voilà. Alors, la planche suivante, c'est que j'insiste sur l'anticipation par des actions correctives qui sont donc plus fréquentes et surtout plus tôt dans le temps. Donc, plus on intervient tôt, plus les chances de corriger augmentent, quoi. Quand on est parti en hyper, on y reste quelquefois quelques heures, quoi. Et il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'il faut aussi toujours faire des compromis entre un minimum d'interventionnisme, mais c'est comme tout à l'heure pour les alertes, ou je ne sais plus quel exemple que j'ai cité précédemment, le trop d'intervention tue la gestion du diabète, quoi. Donc il faut être mesuré et il faut toujours bien analyser pour faire le juste nécessaire, quoi, et pas de trop. Alors en termes de correction, il y a aussi la capacité qu'offre tout ce système, avec la vision de toutes les excursions glycémiques que l'on ne soupçonne pas en temps normal par des glycémies capillaires. Encore que moi, je ne suis pas dans les chiffres qui ont été cités tout à l'heure, hein, mais je vais l'avouer, moi je me situe dans les 13, 14, 15 bandelettes par jour. Je croyais innocemment que le système de capteurs permettrait de faire des économies de glycémie. Je vais vous amuser un petit peu, c'est qu'au tout début, quand je commençais à m'intéresser à ce système et que j'ignorais qu'il y avait la structure bordelaise, j'avais essayé de me faire prendre en charge par la CPRM et j'avais fait une étude comparative spéculant sur le fait que les bandelettes, je les utiliserais plus. Évidemment, c'est tombé à l'eau parce que ma diabétologue m'a dit mais ça on peut pas. Il y a au moins les glycémies de calibration. Mais elle était au bout du compte parce que non seulement il y a les glycémies de calibration, mais il y a toutes les glycémies que l'on est amené à faire pour vérifier le bien fondé de l'information du capteur. Ça a été évoqué tout à l'heure, avant toute décision thérapeutique, il faut toujours contrôler par une glycémie capillaire. Sinon, et ça je peux le dire parce qu'en tant que sportif, il m'est arrivé
quand je suis sur le vélo, que je suis dans un groupe et que, bon, pour éviter de me faire une glycémie, parce que j'avais confiance avant, je continue à faire confiance à mon capteur, je fais une intervention et je m'aperçois après qu'elle était malheureuse, en ayant fait un contrôle quand j'ai eu un moment de libre. Eh ben, ça m'a ramené très vite à la raison, quoi. C'est-à-dire toute intervention, il faut les faire après un contrôle de la glycémie capillaire. Bon, j'essaie d'accélérer. Le réglage du seuil d'arrêt hypo est une chose importante. Là aussi, c'est un problème de compromis. Moi, j'ai une tolérance de par l'âge de mon diabète, ce qui est la première raison. Deuxième raison, c'est ce que je pense, je ne sais pas si ça se prouve sur le plan médical, mais bon, j'ai quand même une tendance à supporter très facilement les hypoglycémies par mon endurance physique, tout simplement liée à mon profil sportif. C'est un bien et c'est un mal. Ok, d'accord. Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que il est bon d'ajuster le seuil d'arrêt hypo à un compromis qui soit situé entre le souci que cette fonctionnalité ne soit pas trop invasive, c'est-à-dire qu'on se fasse arrêter alors qu'on est encore en 60 et que tout va bien, et puis le souci de ne pas le mettre trop bas, même si on est capable de le supporter, encore que c'est pas toujours avec un chiffre de 50 par exemple, comme moi mon seuil est réglé à 50 aujourd'hui. Mais c'est pas toujours qu'à 50 je suis percutant, hein. Il y a des fois je le suis effectivement, d'autres fois pour ce même chiffre, je suis carrément dans les choux, quoi, hein. Donc bon, je vais régler à 50 parce que statistiquement je pense que c'est pas encore trop dangereux. En revanche, de le mettre trop bas, je suis convaincu que c'est mauvais, en ce sens que on génère une phase d'hypo qui est très longue, et avant l'arrêt du débit basal, et à ce moment-là, on a toutes les chances de se trouver en situation de rebond par la suite avec une hyper qui va suivre, quoi. Donc c'est une histoire de compromis. Ensuite, pour la VO, c'est un produit robuste, avec un IHR, une interface homme-machine, excusez-moi, une interface homme-machine qui est fait qui est conçu pour une population très variée, évidemment, en termes de patients. Bon, je le trouve un peu rustique, en ce sens que, par exemple, il y a des fonctions, notamment la fonction événement, qui ne permettent pas d'intervenir a posteriori. C'est fort dommage. Et là, je rêve un petit peu d'un système avec des technologies nouvelles, un iPad, des choses comme ça, où on peut intervenir directement sur une base de données pour donner l'information quand on l'a et quand elle est sûre. Parce que moi, quand je fais du sport, je me note dans ma tête des choses, mais je n'interviens pas forcément. Et encore moins sur Carling. Parce que Carling, il faut passer par un PC. Je ne me fais pas suivre le PC sur le guidon du vélo quand même. Donc voilà, c'est dommage. Je pense que dans l'industrie, ça arrivera un jour. Pourquoi pas, hein, il y a bien du GPS sur les guidons du vélo aujourd'hui. Hein, donc pourquoi pas un système avec la gestion du diabète. Enfin, je rêve un petit peu là. Bon, donc le carnet Carling permet de suppléer à cette déficience, puisque quand on passe sur son PC, on peut rajouter des informations a posteriori. C'est quand même pas mal, et je vous montrerai des planches où il y a des informations qui sont situées dans des phases de sport. Évidemment, je les ai rentrées après coup, puisque je ne l'avais pas fait pendant, hein, parce que quand on a un peu le temps, on ne peut pas faire quand même des choses trop dangereuses. La sélection des alarmes, bon, alors je m'étais posé des questions de savoir si je faisais une hypo. Je vais passer sur la planche pour vous éclairer un petit peu le discours que nous avons tenu précédemment et puis que j'ai rappelé. C'est-à-dire que là, j'ai fait un compromis entre le trop d'alarmes qui mène pas à grand-chose, qui est pénible, en fait, qui présente un côté pénible, et le peu d'alarmes, parce que bon, les alarmes sont nécessaires quand même. Donc j'ai enlevé un certain nombre d'alarmes, notamment les alarmes de proximité, hypo, hyper. Voilà. Je trouve que, enfin, en ce qui me concerne, je ne dis pas que c'est une généralité pour tous les patients, mais pour moi, j'ai quand même le regard assez fréquent sur ma vidéo, et bon, même si je sais pertinemment que la donnée
stricto sensu n'est pas conforme à la réalité, je regarde quand même au moins les tendances. Et donc, vu la fréquence de mes contrôles sur la vidéo, je n'ai pas besoin de ces alarmes de proximité. Donc ça m'enlève un petit côté pénible et c'est quand même appréciable. Je les ai notés quelque part, je vais continuer pour accélérer. On pourra peut-être en parler en discutant tout à l'heure. Hein. Sur quelques chiffres maintenant, donc un an de capteurs, ben, j'étais à 65 capteurs, le 65e il se terminait hier. Ça s'est terminé d'ailleurs par une erreur de calibration. Que j'ai compris après. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, j'avais bricolé et je m'étais un petit peu détérioré l'électrode par des manipulations, involontaires évidemment. Donc à partir du moment où l'électrode elle se retrouve coudée, il est évident que la transmission du signal, la réaction chimique se fait moins bien et le signal électrique n'a plus de valeur normale. Donc on se retrouve très vite en situation propice à rejeter une calibration, dans la mesure où les conditions du logiciel qui est dans la machine sont réunies pour décréter une erreur. Bon, voilà. Donc il faut excessivement être attentif et excessivement soigneux sur le maintien du capteur. Il faut vérifier surtout que le signal électrique se détaille autant. Je pense, mais ça je ne l'ai pas évalué vraiment, je pense que le capteur Light, quand même, quand je disais qu'il était fiable tout à l'heure, je le pense assez sincèrement, dans la mesure où sur la durée de vie qui est de 6 jours, je ne pense pas que pour une glycémie donnée, par exemple 100, il y ait une valeur électrique qui soit très différente entre le début de la vie du capteur et la fin de la vie du capteur. Néanmoins, quand même, je me pose des questions, parce que pourquoi avoir mis une calibration absolument nécessaire toutes les 12 heures, ça, je ne sais pas, on peut imaginer que c'est lié à la chimie de l'électrode, on peut imaginer que c'est une mesure de précaution dans la conception du système VO, pour s'assurer que le système est bien nourri, quoi, ou tout simplement pour parer à une variation naturelle de l'écart de temps entre la mesure sanguine et la mesure interstitielle, qui est une mesure, je crois en être persuadé, mais je n'avais pas eu la confirmation en posant des questions. C'est une mesure stable dans la conception du système. Quand on fait un appairage lors des mesures de calibration, on attend un delta T fixe. Or, il se trouve que ce delta T fixe, même si on fait les calibrations dans des circonstances très favorables pour que la qualité soit optimum, une fois que la calibration est enregistrée et qu'elle va produire une valeur de glycémie capillaire, glycémie tissue par le capteur qui est correcte, il peut se trouver qu'après, au cours de la vie qui va suivre, on est soumis à des variations. Et là, physiologiquement, le delta T, il n'est pas fixe comme ça. Il joue l'accordéon. Lorsque la glycémie s'élève brutalement ou qu'elle descend brutalement, ce delta T il est fixe. Mais les valeurs de coefficients qui ont été intégrées par les calibrations, elles sont considérées en dehors de ces phénomènes physiologiques. Donc, forcément, à un moment donné, quand il va y avoir une variation, on va se retrouver avec du biais. C'est inévitable. Pour cela, il faudrait que le système ait une capacité d'adaptation. Alors, je pense que ça va poser des problèmes de modélisation en termes informatiques, maths, je ne sais pas. Et je ne pense pas que le système soit adaptatif. C'est une des critiques que je ferai. Et je pense que j'espère que c'est une voie d'amélioration pour des versions suivantes, voire pour des technologies ou dans le domaine de la recherche dont nous parlera le professeur Katarji un peu plus tard. Voilà. Alors, pour en revenir à mes chiffres, donc 68 capteurs et non 65 depuis hier, 16 capteurs de perdus, dont 8 sur des doubles erreurs de calibration, puisqu'il faut savoir que quand on a une erreur de calibration parce que les conditions ne sont pas respectées au sens du logiciel,
donc avec une forte période d'instabilité, et là on ne passe pas dans les filtres qu'il y a de programmés, bon, ben, on se fait rejeter, ok. On a un joker, c'est-à-dire que, et un seul joker, c'est-à-dire que pour sauver le capteur, il faut absolument réussir la calibration suivante. Alors, le jour où vous avez une erreur de calibration avec ce système, il faut vraiment décider de se poser, mais alors se poser, et puis tenter vraiment une deuxième calibration, que si les conditions sont absolument réunies, quoi. Il ne faut pas courir de risque, sinon c'est le capteur qui est foutu. Et le système n'en veut plus. Il faut le changer. Donc c'est 65 € qui partent à la poubelle, là. Surtout si c'est en début de vie. Quand le système de double erreur de calibration intervient à la fin de vie, au 6e jour ou au 5e, c'est pas très grave. D'ailleurs, je ne dis pas ici sur les 8 échecs qui sont tous arrivés au début. Certains, oui, je ne me souviens plus. Mais voilà. Donc c'est très important. Quant aux 8 autres sur incident technique, bon, ben là c'est 4 sur des pauses lors de panne inserteur, le dernier c'est hier. D'accord. Et puis, tout simplement, 4 sur des électrodes détériorées lors de bricolage. Malheureusement, ça arrive. Par contre, des calibrations simples, j'en ai sauvé quand même pas mal, ce qui m'a évité de perdre des capteurs, bien évidemment. Alors, la perte d'autonomie par rapport à 68 fois 6 jours, eh bien, ça représente au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire hier, quand j'ai mis à jour, 18% de la durée nominale. Voilà. Nominale, c'est-à-dire 68 fois 6 jours. Je passe à la suite. Donc, pour en revenir à la diminution sensible des hyposévères, ben, je pense que c'est assez significatif puisque j'étais parti de 10 et je suis arrivé à 4 actuellement, pas plus. Voilà. Et surtout, l'angoisse est bien moindre. Notamment quand, après des séquences, des journées assez intenses, sport, pas que sport, hein, quand on travaille dehors, etc. Les nuits sont quelquefois délicates à passer et ça rassure énormément que d'avoir cette fonctionnalité d'arrêt hypo. Alors il m'est arrivé d'avoir des HS en plus que je n'ai pas comptabilisé dans les hypos, sous le régime capteur. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des hyposévères alors que je n'avais plus de vidéo. Pourquoi? Parce que je n'avais plus d'arrêt automatique, tout simplement parce que j'avais débrayé, ça m'est arrivé d'avoir oublié de remettre en route l'arrêt automatique. Alors pourquoi je l'avais arrêté? Tout simplement parce que ça devenait invasif, quoi, parce que j'avais mon capteur qui donnait des mauvais renseignements, et il m'avait envoyé un arrêt hypo, j'avais débrayé, quelques minutes après, il m'avait renvoyé un arrêt hypo. Comme j'avais débrayé, évidemment, le système réagissait, il me renvoyait j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas cumuler après 2 heures d'arrêt hypo 2 autres heures, mais là c'est pas le cas. Comme j'avais débrayé, ça repartait en arrêt hypo. Alors, au bout d'un moment, ça devient pénible, et j'avais débrayé, sauf que j'ai oublié le lendemain matin de me remettre le truc. Et 2 jours après, il m'est arrivé une hypo sévère qui n'a pas été secourue. Voilà, sans parler des hypos sévères gag, notamment à cause de la faiblesse de la pile. Alors là, je trouve que c'est un défaut majeur du système, parce que quand la pile est faible, que cette fonctionnalité soit considérée comme secondaire, mais je trouve ça vraiment dommage. Là, vraiment, ça relève de l'incident technique en termes de logiciel. Je voudrais bien comprendre les raisons qui ont conduit à ce genre de conception, parce que c'est quand même très critiquable, je trouve. Bon, la consommation de bandelettes, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc c'était un leurre de penser que ce serait une économie. Alors, pour le sport, je vais parcourir assez rapidement, j'imagine que je n'ai pas beaucoup de sportifs, peut-être mais ce qui est valable pour le sport, c'est valable pour n'importe quelle activité, de toute façon. Hein. Alors, grosso modo, c'est que pour moi, ça m'a apporté énormément, dans la mesure où ça m'a renforcé dans la confiance que je pouvais avoir en moi. Et ça, c'est énorme, parce que quand on est dans des périodes de sport, on est quand même confronté à des situations un petit peu hors normes, et c'est très important de se sentir bien calé par rapport à toute la maladie.
Donc évidemment, caler, c'est tout le temps, c'est-à-dire aussi bien avant, pendant qu'après. Voilà. Donc pour cela, j'utilise tous les outils qu'offre la VO, selon la vidéo. Donc j'utilise beaucoup les fonctionnalités. Alors je suis sous insulinothérapie fonctionnelle depuis que je suis à la retraite, parce que j'avais reculé ça pour être sûr d'être tranquille et pour bien aborder cet aspect-là. Et j'en suis tout à fait satisfait d'ailleurs, au passage. Et donc j'utilise l'assistant bolus en permanence, et ça m'a énormément apporté dans la mesure où ça m'a dédouané complètement d'une frilosité que j'avais, je l'avoue, par rapport aux doses d'insuline. J'hésitais à beaucoup changer mes doses. Et c'était pas bon, parce qu'il y avait des fois, c'était forcément faux, quoi. Depuis que je suis sous insulinothérapie fonctionnelle, alors évidemment, le problème du grammage et des repas, c'est un problème en soi, c'est sûr, mais bon, c'est une culture qu'il faut acquérir. Et une fois